Bonjour Mickaël, je vous retrouve pour l'analyse du marché US. Alors on va faire assez court sur les secteurs aujourd'hui, puisque vous verrez qu'à mon avis il y a juste un ou deux secteurs à regarder. Les autres, il va falloir attendre des confirmations. Je vais notamment répondre à votre question de savoir si il est préférable d'acheter ou de vendre le marché en ce moment. Comme le dit l'étiquette, que fait-on? Est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend? Je vais vous donner quelques éléments de réponse à travers cette analyse qui va être un peu plus macro que d'habitude, pour vous expliquer un peu ce que j'attends, moi, sur les marchés dans les semaines et les mois qui viennent. Je ne vous en avais pas parlé depuis un petit bout de temps, mais si vous voulez télécharger 3 e-books gratuits, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien sous la vidéo. Voilà, ça c'est fait, on passe maintenant au marché. Alors, au niveau du marché, au niveau du S&P 500, vous avez pu remarquer que le mois a été assez chahuté au niveau du mois de janvier, puisque nous avons perdu un peu plus de 12%, qui représente la plus forte baisse depuis la création des marchés financiers. Donc un mois de janvier qui commence très très mal pour notre année 2022. Je suis quand même assez confiant pour l'année 2022. Je vous avais dit depuis plusieurs analyses que je m'attendais à une année 2022 avec beaucoup de volatilité. Vous verrez notamment au niveau du VIX qu'on est en train de changer un petit peu de paradigme. Je vous montre ça juste après. Alors également, ce que je voulais vous montrer, c'était ce qu'on appelle les retracements de Fibonacci. Je l'utilise pas très souvent, mais c'est vrai que là c'était relativement intéressant de regarder les retracements de Fibonacci pour prendre des positions. Vous pouvez voir qu'entre le plus haut donc de fin décembre, début janvier, enfin même quasiment les premières journées de cotation de janvier, donc autour du 4, le point le plus bas, donc c'était le 24 janvier, on a pris 12% de baisse, et vous voyez que le rebond a été à la limite des 4590, ce qui représente très exactement, quasiment au millimètre près, les 61,8% de retracement de Fibonacci, qui est un point hyper important dans les retracements. Et suite à ça, donc on est reparti à la baisse. Et aujourd'hui, ce qui me satisfait un petit peu dans le marché actuel, c'est que si vous voyez, donc là je vais vous enlever le Fibonacci pour que ça soit un peu plus lisible. Vous voyez que là, nous sommes venus vendredi, ici, on appuie juste sur la 200, donc on n'a pas cassé la 200, on a cassé ici lors de la baisse donc de la semaine dernière, on est bien remonté, et là on est venu reprendre appui sur la 200. Alors au niveau des différents supports que j'avais mis en place, vous pouvez également les revoir sur l'analyse d'il y a 15 jours, on avait ici un premier support à 4280 qui a été percé, on avait également un support à 4233 qui a été très légèrement percé, et ensuite j'avais des supports qui étaient quand même beaucoup plus bas, autour des 4055. Heureusement pour nous, la baisse est arrêtée sur les 4230 à peu près, et nous sommes bien repartis. Nous avons bloqué ici sous la 50 jours, et nous sommes revenus ici prendre appui sur la 200 jours, comme je viens de vous le dire. Pour l'instant, tant qu'on ne casse pas, je pense qu'on devrait rester plutôt haussier. Alors il y a deux théories, bien sûr, comme à chaque fois, on ne sait jamais si ça va monter ou si ça va baisser. Là, la première théorie, je dirais pour les bearish, serait de dire, bah voilà, on vient de faire un dead cat bounce ici autour des 4500, 4600, 4595, 4600. Et on va repartir à la baisse, et là il est clair que si on devait casser les 4240, 4235, là effectivement on repartirait très fortement bearish sur les marchés. Si maintenant on arrive ici à juguler cette baisse avec un support autour des 4450, et puis qu'on puisse repartir à la hausse, là on repartirait bullish. Il faudrait déjà, à mon avis, casser les 4590 pour repartir haussier sur les marchés américains. Donc voilà un peu mon avis. Alors est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre? Vous voyez que là on est un peu au milieu du gué, et tant qu'on n'a pas une confirmation haussière, on n'achète pas, et tant qu'on n'a pas une confirmation baissière, on ne vend pas, notamment à découvert, et on attend que le marché aille encore un peu plus bas pour pouvoir reprendre des positions. Il y a notamment des actions qui ont été assez sympas à prendre pendant cette baisse. Juste pour information, au niveau du Discord options, nous avons pris, je crois, une quarantaine de positions sur tout le mois de janvier. Nous avons bien profité de la hausse du VIX, et nous avons pris pour un peu plus de 2600 $ de position répartis sur plusieurs mois d'échéance. Donc vous voyez que le mois de janvier était plutôt pour nous très prolifique pour les vendeurs d'options. Alors justement, je voulais vous parler du VIX, puisque nous regardons énormément le VIX quand nous tradons le marché des options. Alors aussi bien à l'achat d'options qu'à la vente d'options. En ce qui nous concerne, on est plus sur de la vente d'options. Vous voyez que sur 2020-2021, on avait ici, on a eu des pics relativement importants au niveau du VIX, mais on était quand même parti ici dans un canal baissier, c'est-à-dire que les plus hauts étaient de plus en plus bas, et les plus bas étaient également de plus en plus bas. Et vous voyez que là, changement de paradigme depuis le mois de septembre, nous avons maintenant des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, et des plus bas qui sont de plus en plus bas. Donc je pense que, voilà, quand je vous dis que l'année 2022 risque d'être un peu plus volatile,
Il y a à mon avis, il y a très peu de chances qu'on redescende sur des niveaux historiques qu'on avait connus en 2019-2020 avec un VIX qui tournait autour des 9-10. Là, on a plutôt une moyenne qui se situe autour des 20-22 et je pense qu'on devrait rester dans cette limite de volatilité entre on va dire entre les 17-18 et les 23-24, voire peut-être un peu plus sur certains excès de volatilité. Donc c'est une très très bonne chose pour nous, pour notamment les vendeurs d'options, puisque nous sommes à la recherche de volatilité. Donc nous risquons de faire une très très bonne année 2022, même si le marché aura plutôt tendance, à mon avis, à stagner. Mais de par le fait de la volatilité, on devrait plutôt faire une très bonne année. Donc si vous ne faites pas d'options, rejoignez-nous. Je pense que cette année va être relativement sympathique à trader. Au niveau du Dow Jones, on peut faire rapidement, donc là pareil, pour vous montrer que nous sommes venus retracer alors un petit peu plus que les 61,8% de Fibonacci, mais on reste un peu dans la même tendance. Très joli doji ce vendredi sur les marchés, avec toujours ici donc la sauvegarde de la 200 jours. Donc pour l'instant, voilà, on est plutôt sur une phase d'attente, on est sur un support. Je sais que certaines personnes adorent acheter les supports. Voilà, le marché est quand même assez tricky en ce moment, donc pour ma part, on va plutôt être attentiste et attendre des confirmations haussières ou baissières pour pouvoir rentrer sur les marchés. Alors, au niveau du QQQ, qui est l'indice qui avait le plus dégusté sur le mois de janvier, là, nous n'avons pas retracé les 61%, les 61,8% de Fibonacci, mais les 50, qui est également une valeur relativement importante sur les retracements de Fibonacci. Donc là, vous voyez que si vous ne maîtrisez pas bien Fibonacci, je vous invite à aller voir un peu sur Internet ce qui se passe et d'apprendre cet indicateur qui est parfois très pertinent pour prendre des positions et savoir un peu où se passent les retracements, les arrêts de chute, de hausse, etc. Ça peut être un très bon outil pour vous aider à prendre vos décisions. Le Russell 2000, alors le Russell 2000, lui, avait cassé très fortement cette zone de congestion qu'on a traîné pendant quasiment toute l'année 2021. Ici, on a sauvegardé une zone autour des 190 $. Alors pour l'instant, pareil, pas de prise de position sur le Russell 2000. Assez compliqué au niveau du Russell 2000 pour l'instant. Je reste en dehors de ce marché-là. Au niveau du gold et du silver, donc au niveau du gold, vous voyez qu'on n'a toujours pas cassé le triangle ascendant, donc toujours pas de prise de position sur l'or tant qu'on n'a pas une confirmation bien définie. Là, on est venu taper ici la résistance, on est reparti à la baisse. On a un magnifique bottleneck au niveau des moyennes mobiles, ce qui signifie que pour l'instant, il va se passer quelque chose. On ne sait pas trop dans quel sens, mais je suis plutôt haussier sur le gold. Mais pour l'instant, tant que j'ai pas de confirmation, pas de prise de position sur le gold. Le silver, nous a fait ici un super touch ici sur une double résistance qui était donc la 200 et ici la ligne de tendance de ce triangle. On est bien reparti à la baisse pour aller rechercher un support. Au niveau de l'argent, c'est pareil. Là, attentiste pour l'instant. Si on devait casser les 19,85, on a plusieurs gaps baissiers ici à aller chercher. Donc prudence sur l'argent. Si vraiment vous voulez être haussier sur l'argent, je pense que là, il faut vraiment attendre le débordement des 22. Qui correspond quand même à quasiment plus 10%, mais voilà, il vaut mieux peut-être perdre un petit peu de performance, mais être sûr de rentrer, enfin pas sûr, mais d'avoir des probabilités de votre côté. Donc pour l'instant, au niveau du silver, pas de prise de position non plus. Au niveau des secteurs, vous voyez que donc sur XLV, pas grand chose à faire, on est coincé entre la 200 et la 50, on est coincé sur la ligne de tendance qui était support, qui là peut servir de résistance, donc pour l'instant, pas grand chose à faire. Au niveau du XLP, les consumer staples, donc quelques prises de position, notamment sur des puts, sur Coca-Cola, sur différentes actions qui composent les consumer staples, puisque pour l'instant les consumer staples s'en tirent plutôt bien. Donc vu que nous cherchons des valeurs qui vont soit stagner, soit partir à la hausse ou limiter leur baisse, je pense que les consumer staples, notamment pour nous au niveau des options, c'est plutôt un secteur à regarder. On a pris quelques positions, notamment sur janvier. Donc voilà. XLU, le domaine des utilities qui n'a pas performé comme il aurait dû le faire dans une valeur défensive comme sont les utilities. Pour l'instant, on est toujours bloqué, vous voyez, pareil, entre la 200 et la 50. Donc, assez compliqué d'aller prendre des positions, sauf si vous voulez jouer, comme nous, avec des ventes de puts notamment, des valeurs qui vont plutôt stagner dans ces périodes un petit peu compliquées de trading. XLF, alors XLF, on a fait de très jolis coups avec des ventes de puts, puisque nous avons vendu des puts pendant ici la semaine dernière, pendant la zone chahutée au niveau des marchés.
Je me souviens également que nous avons pris des positions sur Bank of America et donc suite au rebond relativement important de Bank of America, on avait gagné 30% de la prime en l'espace de quelques heures. Donc en gros un gain de 30% en l'espace de quelques heures. Donc c'était plutôt sympathique. Donc quelques positions ont été prises sur Bank of America, Wells Fargo, enfin les classiques que je trade actuellement. Donc au niveau du secteur financier, toujours assez confiant dans ce secteur-là. XLK, donc secteur qui a très très fortement dégusté. Là, on est toujours coincé entre la 50 et la 200. Donc pour l'instant, pareil au niveau du domaine technologique, je m'éloigne assez. J'ai simplement mis une alerte sur Facebook. On y reviendra juste en fin de cette analyse, puisque Facebook a dévissé très fortement. Donc c'est peut-être pour moi pour l'instant la seule valeur à regarder s'il y avait quelque chose à faire. Mais au niveau du domaine technologique, vu qu'en plus c'est une valeur de croissance, je pense que ça va être assez compliqué pour eux. Alors souvent on pose la question, on me dit mais pourquoi tu crains que les valeurs de croissance aient une baisse de régime avec la remontée des taux? Alors ce qu'il faut savoir qu'une valeur de croissance emprunte beaucoup pour son développement. Donc quand vous empruntez à 0%, vous remboursez pas beaucoup, vous remboursez 0. Il est clair que donc là vous pouvez emprunter énormément en sachant que derrière vous aurez très très peu d'intérêt, voire pas d'intérêt à rembourser. Maintenant quand vous arrivez dans un système macro où là les taux d'intérêt commencent à augmenter très fortement, il est clair que les sociétés tech vont devoir emprunter un petit peu moins pour pouvoir faire un peu moins de recherche. Et si elles empruntent, elles vont rembourser beaucoup plus. Donc il est clair que notamment au niveau des investisseurs, quand vous avez un investisseur qui regarde le bilan de la société, lui se dit, voilà, la société va emprunter beaucoup, mais si elle emprunte beaucoup, combien elle va rembourser? Et les intérêts que l'entreprise va rembourser, c'est autant d'argent qu'elle ne va pas me redonner à travers les dividendes. Donc c'est pour ça que pendant les périodes de fort taux d'intérêt, les valeurs de croissance ont plutôt tendance à baisser, alors qu'on ira plutôt sur des valeurs dites value. Voilà pour la petite explication. Si vous vous posiez la question, j'espère que j'ai répondu à cette question. Le domaine des materials, là clairement vous voyez que là on est sous la 200, on a également la 50 qui repart bien à la baisse. On a ici une zone de support autour des 80-81 $ qu'on est venu tester ici à plusieurs reprises. Si on devait casser cette zone ici des 80 $, on repartirait sur les 78, etc. Là, pareil, on a 78, on a une zone de support relativement importante. Donc pour l'instant, XLB, pas de prise de position non plus. XLY, là, on est en train de clôturer sous une double résistance avec donc cette ligne de support ici qui a cassé, qui sert de résistance. On a également la 200. Donc XLY, pour l'instant, je n'y mettrai pas les mains non plus. Vous voyez, ça va assez vite. Au niveau industriel, exactement la même chose que pour XLY. Là, on a la 50 qui va croiser la 200. Donc, on est dans ce qu'on appelle la croix de la mort. Et c'est jamais très très bon signe quand vous avez ce genre de configuration graphique. Donc, pour l'instant, le domaine industriel, je n'y mets pas les pieds. Le domaine de l'énergie, là, clairement, ça, c'est un domaine que je trade, puisqu'on a pris quand même pas mal de positions options lors de la baisse, puisque vous avez vu que la baisse, voilà, on n'a pas trop dégusté sur le domaine énergétique. Ça fait des mois qu'on vous parle du domaine énergétique. On prend des positions, on clôture nos puts, tout se passe bien. On va rester confiant sur le domaine énergétique. Pour l'instant, encore quelques mois. Je pense que, alors malheureusement pour les particuliers, ça va pas être le bon plan, puisque là je vois encore le pétrole monter. Donc la pompe, ça va pas être super joyeux d'aller faire le plein. Mais pour ce qui concerne le trading au niveau du domaine énergétique, je pense qu'il y a encore de très belles actions à mettre en place. Alors ça peut être soit sur des achats directement d'actions, soit sur des ventes de puts comme nous faisons, ou des achats de call, en sachant qu'avec un VIX un peu élevé, l'achat de call est un peu moins pertinent. Puisque là vous avez un phénomène de double ciseau. Alors je vais pas vous expliquer tout maintenant, mais si vous avez un VIX, si vous achetez avec un VIX élevé et que le VIX rebaisse et que l'action ne performe pas, vous allez très vite éliminer la partie de votre prime et vous allez être très vite perdant. Donc c'est peut-être pas super opportun d'acheter des calls quand le VIX est relativement élevé. Voilà un petit tip, c'est gratuit que je vous donne. Qu'est-ce qu'on a? On a également XRT qui a très fortement chuté. On est ici sur une zone de support autour des 76 $ qu'il ne faudrait pas casser, puisqu'en dessous, je ne vois pas grand chose. Donc si le sous-secteur XRT devait casser ici sous les 76, là par contre, on pourrait peut-être partir sur du short, alors soit sur de la vente à découvert si vous avez accès directement aux ETF, ou sur de l'achat d'options put pour profiter pleinement de la baisse de XRT si cela devait se confirmer prochainement. Au niveau de SMH, alors SMH, on est venu ici, taquiner la zone des 260 $, qui était une zone de résistance, support, résistance.
Là, on est en train de clôturer juste au-dessus de la 200, donc pour l'instant, je dirais que c'est un moindre mal. Donc à voir la semaine prochaine ce que ça va donner, enfin dans les prochaines séances. Mais si on devait rester entre les 260 et 270, pas grand-chose à faire. Pour moi, il faudrait au minimum remonter autour des 280, c'est-à-dire aller ici recasser donc l'ancien plus haut ici, autour des 283-285, pour repartir haussier sur le domaine des semi-conducteurs, qui est toujours en pénurie malgré tout. Donc voilà. Alors, pour répondre à la question de faut-il acheter ou faut-il vendre les marchés en ce moment, on nous sert souvent en ce moment donc une similitude avec 2018, c'est-à-dire qu'en 2018, la Fed avait remonté les taux et le marché avait commencé à s'agiter à la baisse. Et 3 semaines plus tard, la Fed avait dit ben voilà, on laisse tomber les taux, on va continuer le quantitative easing. Et puis on va comme ça arrêter de faire baisser les marchés. Donc je pense que là la Fed a compris un peu le message avec la baisse de 12% sur le mois de janvier. Pour l'instant, je dirais, elle essaie de garder un peu les épaules un peu bien droites en se disant, bah voilà, on va continuer quand même de remonter les taux. Je pense que si ça reste dans cet état d'esprit, les marchés risquent quand même de se rappeler au bon souvenir de la Fed et peut-être d'aller repartir à la baisse un peu plus profondément. Pourquoi pas aller chercher un moins 20%. C'est pour ça que pour l'instant, en termes de position, personnellement, je préfère rester cash. Je suis cash à peu près autour des 80% de mon portefeuille. Honnêtement, je ne sais pas aujourd'hui si la Fed va persévérer dans le phénomène de monter ses taux. J'en ai absolument aucune idée. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais dans une période d'incertitude comme en ce moment, je préfère être liquide plutôt que d'aller prendre des positions. Ou si je prends des positions, c'est notamment sur l'énergie, etc., sur des domaines qui vont, à mon avis, continuer leur hausse. Mais vous avez bien vu que sur pas mal de secteurs, on est quand même dans des zones de congestion, etc. Donc assez compliqué d'aller prendre des positions en ce moment. Nous sommes en plus dans une période un petit peu folle puisque donc je vous avais dit que nous venons de passer un mois de janvier qui était donc le plus mauvais mois de janvier depuis que la bourse existe. Nous avons également eu 2 phénomènes relativement importants. C'est un peu le problème donc depuis maintenant 1 an et demi, c'est qu'on a des phénomènes, je dirais un peu des signes noirs, ce qu'on appelle le Black Swan. On a eu une baisse de 35% pendant la crise du Covid, qui était donc la baisse la plus rapide jamais enregistrée sur les marchés financiers. On a eu une hausse derrière qui a été quasiment la hausse la plus rapide jamais enregistrée sur les marchés financiers. On vient de se taper un mois de janvier avec une baisse catastrophique. On voit également que Facebook a perdu 25% et qui représente en fin de compte la perte, alors non pas en pourcentage mais en valeur la plus importante jamais enregistrée en bourse. En même temps, on a Amazon qui, lui, derrière, augmente de quelques pourcents, mais augmente sa capitalisation d'une façon extraordinaire, avec pareil donc la plus grosse progression en numéraire sur le gain sur une valeur. Donc vous voyez qu'en ce moment, on a quand même des phénomènes assez épiques. On a des baisses relativement importantes, des hausses relativement importantes, donc c'est assez compliqué de prendre des positions. On vous dit souvent que le trading, c'est 80% de psychologie et 20% de technique, et je pense que là, les émotions vont être mises à rude épreuve pendant cette année 2022 et dans les années qui viennent. Donc il va vraiment vous falloir avoir une stratégie de prise de position très très réfléchie, avec des points de sortie également très réfléchis, pour éviter de vous faire prendre au jeu des émotions qui vont être mises à mal dans votre trading prochainement. Alors, je voulais également revenir sur Facebook, puisque vous vous doutez bien qu'avec une baisse de 25% sur une des plus grosses capis du marché, ça fait parler. On m'a demandé s'il fallait rentrer, notamment sur le Discord, s'il fallait rentrer sur Facebook. À titre personnel, j'ai mis une alerte ici que je vous montre autour des 200, pour être précis, autour des 220, 222, qui correspond ici à une zone de support-résistance. Je vais attendre d'aller sur la zone des 220, 222. Si on devait aller sur ce support-là, je pense que je prendrais une position avec un stop qui pourrait se situer ici autour des 204, donc en gros prendre une vingtaine de dollars de risque par action. Je pense que Facebook reste quand même une très très belle société, même s'ils viennent de perdre, je crois, 1 million d'abonnés sur la plateforme. Il y a quand même plus de 2,5 milliards d'utilisateurs tous les jours. C'est quand même une très très grosse boîte à cash en termes de publicité. C'est peut-être l'opportunité d'aller prendre des positions sur Facebook, donc ça c'est mon avis personnel. Je vous dis, je vais attendre les 220 pour prendre position. Mais je pense qu'il y a des choses à faire sur Facebook. Pour ceux qui étaient déjà en position, qui avaient acheté sur les plus hauts, c'est clair que là, la douche est assez froide. Mais on pourrait se servir de ce point bas pour, pourquoi pas, essayer de moyenner un petit peu à la baisse. Et si vraiment ça devait descendre en dessous des 200 $, là vous coupez tout et puis vous attendez la fin de la chute sur Facebook. Mais pour moi, ça reste une bonne société, donc je vous donne mon avis sur Facebook. Je voulais également vous parler donc de American Airlines et de Delta Airlines.
puisque je suis rentré en achat de put, c'est-à-dire que je prévois une baisse des cours sur le domaine aérien encore, même si aujourd'hui on pense que les restrictions vont s'arrêter, que voilà, avec l'Omicron, on s'aperçoit que tout le monde est contaminé, mais qu'en gros personne n'est malade, ou voilà, juste un petit rhume, une petite grippette, comme on nous l'avait proposé au tout départ du coronavirus. Mais là, il s'avère qu'apparemment, bon voilà, l'Omicron est très très fortement contagieux, mais pas du tout létal. Je ne connais pas tous les chiffres, mais je crois qu'aujourd'hui sur Omicron, il n'y a pas un seul mort qui a été enregistré. Aujourd'hui, quand je regarde graphiquement les campagnes aériennes, elles m'engagent plus à passer sur des shorts que sur des longues. Donc ici, pourquoi j'ai pris position? Puisque j'ai un risk-reward qui est relativement intéressant en ma faveur. Je couperai ma position si on devait casser ici les 17,20 sur American Airlines. Donc j'ai pris une position ici autour des 16,50. Je m'attends à aller rechercher les plus bas ici autour des 15 $. Donc là, je verrai pour couper la moitié de ma position autour des 15 $ si on devait aller sur ce niveau. Mais si on devait dépasser ici les 17 $, je couperai ma position avec une très faible perte. Également pour Delta Airlines, un peu le même principe. Vous voyez donc la Delta Airlines, on voit bien que le cours a essayé de remonter ici sur la 200 et se fait rejeter. Donc là, pareil, si le cours devait revenir autour des 40, 50, 41 $, je couperai mon achat de put. Mais je pense qu'à mon avis, on a plus de probabilité de repartir à la zone des 36-35. Donc c'est pour ça que je suis rentré sur cette zone, puisque le risque et reward est plutôt en ma faveur sur ces positions. Voilà, j'en ai terminé pour cette analyse. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez bien sûr vous abonner, cliquer sur la clochette pour vous avertir des prochaines vidéos. Je vous prépare notamment une vidéo sur le dividende que je vais essayer de tourner demain et de vous mettre donc en milieu de semaine sur notre chaîne YouTube. Sur ce, trade très très safe, à bientôt, ciao, bye bye.